Vous l'entendez, ce sifflement, simple, presque innocent, mais pourtant, il suffit de quelques secondes et vous savez que vous êtes face à quelque chose de redoutable. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu pour la première fois ce loup dans le film Le Chapeauté 2. Et à ce moment-là, bien que terrifié, je ne m'attendais pas à une telle leçon d'écriture. Un an plus tôt, je travaillais sur un roman. Mon éditeur m'avait envoyé son retour avec cette remarque. « Ton méchant, il est pas mal, mais est-ce que tu pourrais le rendre un peu plus terrifiant ?» Et cette phrase, en apparence anodine, m'a obsédée pendant des jours. Parce qu'un méchant terrifiant, ça veut dire quoi exactement? On sait qu'il doit marquer le lecteur, laisser une empreinte durable. Mais comment créer un personnage qui inspire à la fois crainte, respect et fascination presque morbide? J'ai commencé par faire tout ce que tout auteur fait dans ce genre de situation. Je me suis tournée vers certains classiques. J'ai étudié des figures comme Voldemort, Hannibal Lecter ou encore le Joker. Tous des méchants terrifiants à leur manière, mais aucune de ces analyses ne m'a donné la clé que je cherchais. Et c'est là qu'un ami m'a suggéré de regarder Le Chapeauté 2. Je dois avouer que sur le moment, j'ai un peu hésité. Un film d'animation pour enfants, enfin à l'époque je croyais que c'était que pour les enfants. Qu'est-ce que ça allait m'apprendre sur la peur et la tension dramatique? Ah, l'ego de l'auteur. Mais bon, par curiosité et pour répondre à mon ami qui insistait très lourdement pour que je regarde enfin son film préféré, je me suis installée devant mon écran. Et là, dès les premières scènes, je me suis retrouvée face à ce personnage, le loup. Ce loup qui siffle, qui parle peu, mais qui parvient en quelques apparitions à s'imposer comme l'un des méchants les plus mémorables que j'ai jamais vus. Un méchant qui, je le savais, allait m'apprendre énormément sur ce qui rend un antagoniste terrifiant. Il y a des méchants qu'on admire, d'autres qu'on méprise. Mais ceux qui nous terrifient, ce sont eux qui restent gravés en nous. Et le loup appartient à cette catégorie. Mais pourquoi ? Pourquoi ce personnage qui n'est pas défiguré, ni exagérément cruel, parvient-il à provoquer une peur viscérale? C'est cette question qui m'a poussé à analyser chaque détail du loup, de son apparence à ses actions, en passant par ce qu'il représente symboliquement. Car vous allez voir, chaque élément de ce personnage, chaque élément de sa construction a été pensé pour faire vibrer une corde sensible en nous. Commençons par une première question essentielle. Un méchant terrifiant doit-il forcément être laid pour fonctionner? Lorsqu'on imagine un méchant terrifiant, le cliché du monstre vient souvent en tête. Une apparence repoussante, voire grotesque, qui inspire la peur par le dégoût. Pensez à Voldemort et son visage serpentiforme, ou à Freddy Krueger et ses brûlures cauchemardesques. On associe souvent la laideur à la méchanceté. Et c'est vrai, le physique peut jouer un rôle important. Prenons un autre exemple marquant de mon enfance, le juge Doom dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Alors ne vous moquez pas, mais ce film m'a terrifié pendant des années. À première vue, cet antagoniste ressemble à un homme ordinaire, mais tout bascule dans cette fameuse scène où ses traits humains se désintègrent, laissant place à des yeux rouges et une voix aiguë qui transperce littéralement l'âme. Ce mélange de l'inhumain et du grotesque crée une peur viscérale. Mais qu'en est-il du loup dans Le Chapeauté 2? Son apparence est-elle si dérangeante? Eh ben non. Et c'est ce qui le rend en fait fascinant. Le loup n'a rien d'un monstre grotesque, bien au contraire. Et son apparence est plutôt élégante en fait. Mais il y a quelque chose dans les détails, quelque chose qui déclenche une alerte presque instinctive. Allez, je vous laisse deviner. Si vous avez dit les yeux rouges, vous gagnez 100 points. Et oui, ses yeux rouges, un élément subtil mais essentiel. Ses yeux ne sont pas simplement là pour faire peur, ils sont un rappel constant de son rôle. Il n'est pas un simple loup, il est la mort incarnée. Ce rouge, c'est celui du danger, du sang, de l'inéluctable. Ensuite, haute artifice, on a ses faucilles. Leur design est assez minimaliste, mais leur symbolique est claire. Ce sont les outils d'un bourreau. Rien que le bruit métallique qu'elles émettent lorsqu'ils les croisent suffit à donner des frissons. Et enfin, on a son sourire. Ce sourire énigmatique, presque amusé, qui contraste avec la tension qu'il dégage. Il ne sourit pas par gentillesse, ni pour provoquer, mais parce qu'il sait déjà qu'il est gagnant. Mais alors, si son physique est sobre et maîtrisé, qu'est-ce qui le rend si effrayant? La réponse réside dans son comportement. Car plus qu'un corps, c'est sa présence qui glace le sang. Si l'apparence du loup établit une tension visuelle, c'est son usage du son qui la transforme en terreur. Prenez une scène clé du film, celle du bar. Elle est au début. Le loup apparaît dans l'ombre, sans crier ni gesticuler. Il siffle.
Un simple sifflement, répétitif, presque mélodique. Ce son, pourtant anodin, devient terrifiant parce qu'il est ancré dans la scène comme un symbole. À chaque fois que vous l'entendez, vous savez que quelque chose de grave va arriver. C'est une technique très efficace, on associe un son à une menace. C'est un peu comme le thème musical qu'on a dans Les Dents de la Mer. Je sais pas si vous l'avez, je pourrais pas le mettre ici à cause de droits d'auteur, mais Les Dents de la Mer, c'est 2-3 notes qui sont hyper efficaces. Imaginez une scène où on voit des baigneurs en train de nager dans la mer. Tout se passe bien, il fait beau, les enfants jouent, et puis tout à coup, c'est 2 notes. Et là, vous savez que c'est pas un dauphin qui arrive. Mais ce n'est pas tout. Le loup excelle aussi dans le silence. Contrairement à beaucoup de méchants qui cherchent à imposer leur pouvoir par des discours ou des cris, eh ben lui, c'est le contraire. Il parle peu. Et lorsqu'il le fait, c'est toujours de manière calme et posée. Ce contraste entre le calme de ses paroles et la violence qu'il incarne est profondément troublant. Cela donne l'impression qu'il est intouchable, invincible, il n'a pas besoin de hausser le ton parce que dans son esprit, il a déjà gagné. Chaque mot qu'il prononce semble peser 1 tonne et c'est là une leçon essentielle. Un méchant terrifiant n'a pas besoin de parler beaucoup, ce qui compte, c'est que chaque mot résonne. Un autre élément qui renforce le côté terrifiant du loup, c'est la réaction des autres personnages face à lui. Le chapeauté, qui est un héros qui est connu pour son arrogance, son courage, il ne recule devant rien. Et là, pourtant, pour la première fois, il s'écrase. Pire, il est paralysé de peur. Le loup ne se contente pas de menacer physiquement, il brise le héros de l'intérieur, il force le chapeauté à faire face à ses propres faiblesses, à ses propres angoisses. Cette capacité à ébranler le héros au niveau psychologique est ce qui le différencie d'un méchant banal, d'un antagoniste réellement terrifiant. Cette capacité à ébranler le héros au niveau psychologique est ce qui, je pense, le différencie d'un méchant banal. Car au fond, ce n'est pas seulement le loup que le chapeauté redoute, c'est ce qu'il représente. Et c'est là que réside le vrai génie de ce personnage, toute la symbolique qu'il y a autour. Il n'est pas qu'un ennemi à vaincre, le loup, dans le Chapeauté 2, incarne une peur qui est en fait universelle, et surtout qui est profondément humaine. La peur de la mort. Oui, vous avez bien entendu, la mort. Dans le Chapeauté 2, ce personnage n'est pas simplement un antagoniste qui cherche à écraser ses ennemis par la force ou par la ruse. Il représente l'inévitabilité, l'inexorable, et c'est ce qui le rend terrifiant. À aucun moment on ne doute de son pouvoir, on sait que, tout comme la mort elle-même, il ne fait pas de compromis, il ne négocie pas, il fait son travail avec une efficacité implacable. Lorsqu'il parle, c'est toujours avec une assurance tranquille, presque apaisante, mais cette calme certitude cache une vérité terrifiante. Il n'est là que parce que c'est son rôle, il n'a pas besoin d'expliquer ses actions, il n'a pas besoin de se justifier, il est la mort. Elle ne se justifie pas, c'est une constante, c'est une loi universelle. Et dans ce film, cette figure du loup est l'incarnation même de cette vérité. Et c'est ce qui frappe à chaque scène où il apparaît. Il ne poursuit pas un désir personnel, il n'a pas d'objectif égoïste, de vengeance ou de quête de pouvoir, ou de contrôler tous les gens, tout le monde entier. Non, il est juste la fin. Et cette vision de lui comme une entité immuable, dépourvue d'émotions ou de motivation humaine, est ce qui le rend, je pense, si effrayant. Mais alors, pourquoi les créateurs ont choisi un loup ? Ils auraient pu choisir juste la symbolique de la mort, la faucheuse par exemple. Pourquoi un loup ? Le choix du loup comme incarnation de la mort dans le Chapeauté 2 n'a rien d'anodin. En effet, le loup est l'un des symboles les plus anciens et les plus universels du mal, de la peur et de la prédation. Cette image trouve ses racines bien avant le cinéma ou la littérature contemporaine. Elle remonte à des siècles d'histoires, de mythes et de contes populaires. Au Moyen-Âge, le loup était l'un des animaux les plus redoutés par les populations rurales, en tout cas d'Europe. Prédateur dangereux pour les troupeaux, il représentait aussi une menace bien réelle pour la survie des communautés. Et dans une époque où les superstitions dominaient, le loup n'était pas seulement vu comme un animal, il devenait un symbole du mal, de l'ombre, de tout ce qui échappait à la compréhension humaine. Et avec le temps, cette peur s'est infiltrée dans les contes populaires. Le Petit Chaperon Rouge en est probablement l'exemple le plus célèbre. Dans la version des frères Grimm, le loup n'est pas seulement un prédateur qui veut manger une petite fille et sa grand-mère. Il est manipulateur, il est rusé, un véritable prédateur psychologique qui se joue de l'innocence pour parvenir à ses fins. De manière similaire, dans Les Trois Petits Cochons, le loup est à nouveau l'incarnation de la menace. Sa puissance destructrice est telle qu'il peut détruire les maisons des cochons d'un simple souffle. Ici encore, le loup est une figure qui dépasse l'animal. Il représente la peur de perdre tout ce qu'on a construit face à une force incontrôlable. Le loup, dans le Chapeauté 2, n'est pas juste un antagoniste de plus. Il est une force.
Une force que l'on ne peut pas combattre par la simple violence ou la ruse. Il est une allégorie de ce que nous, en tant qu'êtres humains, redoutons tous. L'inévitabilité, la mort. Et si vous avez un méchant que vous avez envie de faire connaître au monde entier et que vous avez envie d'être publié, n'hésitez pas, dans la description, il y a un lien. C'est le premier, c'est gratuit et c'est une petite aide, un petit cours à télécharger avec une liste d'éditeurs. Ce petit cours, en fait, je vous aide à optimiser l'envoi de votre manuscrit aux éditeurs et je vous mets des exemples de synopsis, de lettres d'intention, etc. Et comme je vous le disais, je mets aussi une liste d'éditeurs de l'imaginaire. J'espère un jour découvrir votre super méchant terrifiant, mais en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.